On va commencer avec un petit coup de gueule. Si on commençait avec de la colère, on va parler de Record of Ragnarok en France. Kiyun, vous vous foutez un petit peu de nous. J'avais dit sur le stream d'hier, on va parler de Kiyun en premier parce qu'il y a des choses à dire. Il y a des choses à dire. Selon Amano, vous l'avez peut-être déjà vu sur Twitter, c'est quelqu'un qui fait beaucoup de graphiques sur les ventes pour les mangas en France et au Japon. Et il nous a filé des données, on a des données, j'ai vu les graphiques, etc. Vous pouvez les trouver sur son Twitter. Selon ces graphiques, c'est pas compliqué. En 2021, je dis bien 2021, donc pas l'année 2022 parce qu'on n'a pas encore toutes les données qu'il faut là-dessus, mais en 2021, Record of Ragnarok était le 18e manga le plus vendu au Japon. Le Japon, c'est le premier marché du manga au monde, vous le savez tous. Le truc à savoir, par contre, c'est que c'est le premier marché, mais de loin. C'est-à-dire que nous, on est le deuxième, mais on est encore loin des ventes que le Japon peut effectuer. Donc ça veut dire que si le truc est top 18 des ventes au Japon, je pense que vous pouvez vous figurer à quel point c'est une dinguerie. En plus de ça, et ça c'est important, déjà qu'ils sont top 18 des ventes, il faut rappeler que c'est arrivé sur des sorties de tomes, notamment le tome 16. Ouais, le tome 16. Quand il est sorti, il a été top 3 des ventes Oricon. Record of Ragnarok, c'est peut-être de niche chez nous, mais au Japon, c'est déjà un phénomène, un événement en soi. Hein. C'est loin d'être de niche là-bas, c'est assez répandu. En France, on a eu les chiffres, et je sais plus si c'est 38e ou 48e, mais bref, c'est beaucoup moins. J'ai l'impression que Kiyun, c'est pas spécialement qu'ils en ont rien à faire du manga, mais c'est qu'ils ont pas spécialement envie de faire des efforts pour non plus. Là, vous êtes au courant, je l'ai affiché sur Twitter, Kurogane no Valhalla arrive en France. On a l'annonce en France, il sort le 2 février. Si vous avez suivi, vous savez normalement que le 2 février, on a la sortie du tome 15 de Record of Ragnarok. On n'a pas d'annonce de collector. On en a une pour Kurogane no Valhalla qui est le premier tome, hein. C'est même pas encore, hein. C'est la toute première fois que ça sort en France. Hein. Lui, il va avoir un collector. En Record, rien du tout. Est-ce que ça a été en discussion et que, au final, ça a été refusé ? Ou est-ce que, voilà, l'œuvre en général, il n'y a pas un gros intérêt, ils n'ont pas envie d'en faire grand-chose, et auquel cas, il faut comprendre pourquoi. Je veux le dire honnêtement, il y a des gros soucis avec Record of Ragnarok dans sa gestion en France et dans la gestion du manga en général. C'est édité par le Comic Zenon, et le Comic Zenon, est-ce que vous les connaissez? Parce que c'est pas compliqué, hein. Ils font Record of Ragnarok, Majo Taisen, c'est à peu près tout. Déjà, c'est assez exceptionnel qu'une maison d'édition aussi petite et réussi à avoir un animé pour leur manga. Bon, le souci, c'est que ceux qui ont fait l'animation, c'est Graphinica qui avait fait 2 épisodes de Van Helsing et c'est tout. Mais ouais, en plus de ça, les producteurs, c'est Netflix. Maintenant, on en revient au vif du sujet de Kiyun n'aide pas. On parle de la traduction du titre Valkyrie Apocalypse. Vous savez combien il y a de pays qui ont renommé Record of Ragnarok Valkyrie Apocalypse? La France, c'est tout. Toutes les autres traductions dans le monde, c'est Record of Ragnarok, ou alors c'est Shumatsu no Valkyrie, et t'as un petit encadré en bas, Record of Ragnarok. Et c'est un problème, pourquoi? Quand on va chercher le manga à la Fnac ou à un magasin, on connaît pas forcément le titre FR, parce que en fait sur tous les sites de scan, sur toutes les vidéos qu'on peut trouver, le nom de l'anime, c'est Record of Ragnarok en fait. Il y en a déjà sur la chaîne qui m'ont dit, que le vendeur a dit, non on n'a pas, ça n'existe pas. Record of Ragnarok, je suis désolé, ça n'existe pas. Et heureusement que ce viewer connaissait le nom VF Valkyrie Apocalypse et qu'il a dit oui pardon en français c'est Valkyrie Apocalypse, sinon il avait pas le tome. Pourquoi Apocalypse d'ailleurs? Parce que ils appellent ça le Ragnarok dans le manga, ça j'ai toujours pas compris. Vous appelez ça Valkyrie Ragnarok. Je suis sûr qu'il y a plein de gens qui voient dans les tops ou dans les ventes Valkyrie Apocalypse, ils font c'est quoi ça? Ils regardent le tome, ok c'est Record of Ragnarok. Dans 3 jours là on a le prochain chapitre à peu près. Selon vous, est-ce qu'on voit la transformation de Belzébuth ou non? En fait, la réponse, personne n'a tilté, personne n'a fait gaffe. On l'a eu dès la fin du chapitre précédent, dès la fin du 73. Si vous n'êtes pas au courant, le Zenon, à chaque fois qu'ils finissent un chapitre d'Aurore et qu'ils en publient un, il y a le teasing de ce qui va se passer le chapitre d'après. Vous savez ce qu'il dit, ce teasing, pour le chapitre 73? Tesla est grièvement blessé, les origines de son goût et de sa passion pour la science. Donc s'il est grièvement blessé et s'il se fait grièvement blessé, ça veut dire qu'il y a au moins un truc qui sort de la boule, peut-être une attaque, ou alors Belzébuth tu aimes. Dans tous les cas, il reste 2-3 chapitres maximum. Là, le combat, le 8ème, il est presque fini. Hein. Parce que là, à l'heure où on fait cette émission, on est le 21, encore une fois, donc peut-être que sur YouTube, ils disent « Non, mais il est bête, on sait déjà. » Oui, mais à l'époque où on fait l'émission, là, on sait pas. Sujet suivant. Est-ce qu'il y en a là qui sont hypés pour l'anime? Oui, ouais. Parce que, alors, comme je vous ai dit, moi, je n'y attends rien du tout. Je n'en attends rien. Ça te donne la réponse? Oui. Je suis juste curieux de ce que ça va donner. Je n'attends rien de l'anime.
Intrigué, ouais, voilà, c'est plus de la curiosité, qu'est-ce que ça va donner. Mes théories sur Rasputin, je veux 2 trucs vis-à-vis de Rasputin. Un, qu'il y ait Bonnet M à l'intro et qu'il chante Rasputin. Si c'est pas ça dans les gradins, je veux voir le tsar Nicolas en train de péter un câble parce que OMG, ce salaud s'est fait ma femme. Ça, c'est le 2e truc que je veux. Le dernier truc que je veux, c'est qu'on confirme ma théorie sur les Valkyries, sur les triplés. Si vous vous demandez ce que c'est que vous avez peut-être vu sur la page des Valkyries, il y en a 3. Il y en a 3 qui ont l'air de faire la même taille et qui se ressemblent beaucoup. Clock, Alvitre, et une dernière qu'on n'a pas vue. Si vous avez remarqué, les 2 premières, elles sont alliées à des malades mentaux. Qin Shi Huang est un roi complètement taré, égocentrique, mais littéralement, qui n'écoute personne. C'est Alvitre qui l'a. Jack est un psychopathe. C'est Locke qui l'a. Je vous parie ce que vous voulez, que la dernière, celle qui a les cheveux longs, là, qui du coup va être la 12e, ça va être Rasputin qui va l'avoir. Quel perso humain et dieu qui n'ont pas combattu tu attends le plus? Pour les humains, honnêtement, je pense que c'est Rasputin. C'est Rasputin pour ceux dont on n'a rien vu. Pour ceux qu'on a vu un petit peu, c'est Nostradamus. Pour les dieux, c'est pas compliqué, il y en a que 2 que je veux absolument voir, quoi qu'il arrive, c'est Anubis et Susanoo. Si on est là-dessus, profitons-en, en fait, on va faire nos petites prédictions. Pour moi, les combats, ça va être Apollon Aya, qui est le seul combat sûr à 100%, vraiment, lui c'est obligatoire. Anubis, Rasputin, Susanoo Kintoki, Soji Loki, Siegfried contre Léonidas, Odin contre Nostradamus. Posez la question, le fait de sublimer Jack l'Éventreur, ça a pas fait parler sur les réseaux. Justement, ça j'en ai parlé dans la vidéo de Jack. Ça a pas fait parler déjà parce que le manga n'est pas assez connu pour, mais surtout, Jack n'est pas montré comme un héros. En fait, tout le long du combat, on n'excuse pas Jack, on pardonne pas Jack. Jack est montré comme un monstre et Jack est montré comme quelqu'un de pitoyable en fait. Sauf dans le spin-off. Non, même dans le spin-off, hein, c'est peut-être un peu moins, mais je veux dire, quand il tue quelqu'un, il le dit très bien que non, il fait ça pour aider personne, c'est pour son plaisir personnel. Tiens, j'ai parlé, mais tu penses que c'est possible que Valkyrie Apocalypse continue après le tournoi comme Kengan Omega ou celui-ci va s'arrêter à la fin du tournoi? Moi, je pense que ça va s'arrêter, tu vois. Je pense que c'est le principe en fait du Ragnarok, c'est que c'est une grande guerre entre humains et dieux. Les dieux comprennent la valeur des humains parce qu'ils sont forts et ils les laissent tranquilles. Vraiment, s'il y a un après pour que ça continue, ça va être un Ragnarok où ça serait des combats amicaux entre des humains et des dieux. Je pense que des combats hors arène Ragnarok sont présents dans le futur hors flashback. Peut-être, peut-être pas. Il y a beaucoup de gens qui pensent que Kintoki affrontera Siegfried, mais ça foutrait trop le bordel pour le manga, donc je sais pas trop. Ouais, de comment Zeus l'a mis à l'envers à Héraclès sur la protection de l'humanité. Ouais, ça... En fait, les deux se sont mentis. Je pense que Zeus a rompu le pacte parce que d'un autre côté, Héraclès a pas réussi son pacte. Bref, ça faut qu'on en parle. Comment Brunhilde, à chaque fois, elle sait qui c'est qui va se fight? Le nombre de fois où Brunhilde a sa petite tablette Sheikah comme dans Zelda et qu'elle regarde, et paf, oh le prochain combattant des dieux ça va être lui. Hermès là, tout, Hermès, on est tous là en mode oh Hermès. À chaque fois qu'un dieu est annoncé, frère, on voit Hermès avant, enfin genre. Quand Héraclès est annoncé, il est dans la pièce avec Arès et Zeus. Quand c'est Hadès, bah il est à côté d'Hadès en fait. Genre, il y a Hadès qui dit je vais me battre, paf, t'as Brunhilde qui reçoit un message avec Nostradamus. Ouais, le prochain combattant des dieux, c'est Hadès. Ça, c'est le dernier, et celui-ci me fume de rire tellement c'est évident à ce stade. Belzébuth vient lui-même voir Hadès. Enfin, va lui-même voir Hermès. C'est le premier qu'il va voir, il écoute la musique d'Hermès, et regarde, il fait « Je vais me battre au prochain round. » Direct Brunhilde. Ok, on va chercher Nikola Tesla. Il y a que Hermès qui est au courant, et Hermès, il est en train de faire des musiques pour les dieux et les humains qui sont morts. On sait déjà que Hermès a déjà trahi les dieux. C'est qui a balancé l'histoire de « Ah, il y a un traître parmi les dieux ». Je veux dire, t'as Arès qui dit « Ah, c'est vrai qu'on avait une rumeur d'un traître, c'était... » T'as Hermès qui fait « C'était moi ». Tiens, d'ailleurs, j'en parlais sur Twitter, et ça, je ne changerai jamais d'avis. Arès est un meilleur personnage que Poséidon. Je maintiens ce tweet. Tiens, venez, on parle de puissance vite fait. Parce que je sais que tout le monde adore ça, et tout le monde à chaque fois me demande mon avis là-dessus. Arès c'est loin d'être aussi faible que ce que vous pensez, en fait. Hein. Si on devait faire une tier list de la puissance des dieux, les 13 dieux qui combattent sont en S tier, Arès est en A tier, les autres dieux sont en B tier. Arès il a tenu face à Héraclès. Ça va être mon argument principal, c'est-à-dire que quand Héraclès boit l'ambroisie lui donne le corps et la force de Zeus. Tous les autres dieux et combattants des dieux qui viennent pour essayer d'arrêter Héraclès se font one-shot. Tous, sauf Arès qui tient le combat en 1 contre 1. On va d'ailleurs revenir là-dessus, Adam n'est pas si fort que ça. Adam, il est uniquement fort parce que le mec en face de lui c'est Zeus. Hein. Mais son corps n'aurait pas pu tenir face à Shiva. En fait, faut se dire un truc. Il peut copier les techniques mais pas les membres. Parce qu'on le voit dans son flashback, hein. Quand le serpent essaie de l'attaquer, il arrive à imiter les griffes et la technique du serpent. Il chope pas une queue pour autant, hein. Donc ça veut dire déjà que les 4 bras c'est mort. Admettons qu'il arrive à battre Shiva malgré ça.
Pensez sérieusement que Adam il allait réussir à se prendre le cœur et à le pomper pour prendre feu? Adam il a beau avoir les yeux d'un dieu, hein. Il a le corps d'un homme. Il n'allait rien faire du tout. Et c'est pour ça que Adam n'est pas si fort que ce qu'on pense. Raiden, Volund et Lubu. Moi c'est... J'ai dit dans la vidéo, Raiden. En termes de force et de puissance brute, genre muscle, c'est Raiden. Si vous vous souvenez dans le flashback de Lubu, il peut soulever des rochers, il peut péter des rochers. Raiden, on le voit dans son flashback, il pousse un rocher gigantesque sans Volund, avec son corps scellé. Donc faut dire que Raiden, contenu comme ça, arrive à faire ce que Lubu faisait. Le meilleur sens du combat, c'est Sasaki. Vous aurez jamais de meilleur combattant que Sasaki. Je pense Sasaki contre Thor, Sasaki gagne. Sasaki contre Lubu, Sasaki gagne. Sasaki contre Zeus, je pense pas. Sasaki contre Bouddha, je suis pas sûr. Mais la plupart du temps, Sasaki gagnera. Un avis sur la prochaine transfo de Belzébuth. Comme je l'ai dit, j'ai fait la vanne sur Twitter. Faut pas que ça soit Ajun Bis. En fait, j'ai envie que ça soit un vrai magicien. Il faut pas que ça soit une montagne de muscles combattantes comme Ajun. Je veux que ça soit un mage. Toute l'histoire est pour que ça donne tort à Tesla qui dit c'est de la science. Non, je veux que Tesla soit confronté à quelque chose qui lui fasse vraiment peur, quelque chose qui ne puisse pas expliquer, quelque chose qu'il ne comprend pas, et quelque chose il dira seulement c'est impossible scientifiquement. Pronostic, allez, on va faire les pronostics. Pronostic sur le flashback de Tesla. Comment sa vie est triste. Je vous le dis en toute honnêteté, le flashback de Tesla, Tesla va être un clown triste. Moi j'ai envie que ça soit un truc un peu en opposition avec Belzébuth. Belzébuth voit ses amis et son amour mourir et il veut mourir pour les rejoindre. Moi je veux un monde où Tesla a un membre de sa famille, un proche, un ami qui finit infirme ou qui se blesse grièvement ou qui peut plus vivre normalement ou qui meurt, et que Tesla au contraire dise non pas je vais mourir, mais que Tesla dise j'utiliserai la science pour te ramener quoi qu'il arrive, je le jure. Je veux un truc comme ça. La vie de Tesla est super triste et il est mort seul. Il a fait une lettre à sa mère, Nikola Tesla, le vrai, où vraiment il disait toutes ces années au service de l'humanité ne m'ont apporté qu'injures et humiliations. Et pourtant, il a toujours bossé pour l'humanité. Le flashback de Susanoo. Je veux Devilman Crybaby, je veux mourir, je veux pleurer, je veux ne jamais m'en remettre. L'histoire de Susanoo, c'est que basiquement, il a pris le somme parce qu'il n'a pas été dieu des cieux, il allait foutre le bordel aux cieux, il a fait peur à tout le monde, les dieux ont dit non, tu dégages, ils l'ont exilé dans le monde des humains, il a rencontré sa femme là-bas. Oui, mais du coup, si sa femme est une humaine, c'est complètement... Pourquoi il veut détruire l'humanité? Parce que l'humanité a tué sa femme. On tue Yamata no Orochi. Susanoo content, je me suis calmé, etc. Et là, paf, il rentre chez lui. La scène de Devilman Crybaby. Sa femme crucifiée ou morte, avec les humains autour qui disent « On a appris qu'il était un dieu, tu n'as pas ta place ici, tu n'apportes que le chaos, tu dois mourir, et c'est une sorcière qui t'a ramené avec nous. » Parce qu'il va se battre contre Kintoki, et vous allez voir que Kintoki, qui est un chasseur de démons, a été appelé, et il va regarder Susanoo, et vous allez voir la vieille scène horrible, où Kintoki regarde Susanoo et lui dit « J'ai essayé de la sauver, mais j'ai pas pu. » Et là on a le combat entre les deux, où Susanoo lui reproche de ne pas avoir réussi à sauver sa femme. Et à la toute fin, Susanoo il perd face à Kintoki, et Susanoo finit par sourire et lui dit « Je peux enfin la rejoindre. » Flashback d'Anubis. Il y a un souci avec les données d'Anubis, il y a un gros problème. Apparemment il est dieu dirigeant. Pourtant, les dieux dirigeants chez les Égyptiens, Osiris et Horus. Dans la mythologie égyptienne, Anubis c'est le fils de Seth. Seth, si vous savez pas qui c'est l'équivalent de Satan chez les Égyptiens en fait. C'est le fils de Seth, sauf que Anubis n'a pas envie d'être affilié à Seth et du coup Osiris adopte Anubis. Dans l'histoire et dans la mythologie, Anubis, fait revenir à la vie Osiris. Parce que Osiris se fait tuer et est dépecé en plein de petits morceaux. Et Anubis cherche les morceaux de son père adoptif partout pour le faire revenir. Là, il va pas réussir. Vous allez avoir l'histoire d'un Anubis brisé, qui a son père biologique qui a tué son père de substitution et qui essaie encore aujourd'hui de le sauver. Loki, vous allez avoir l'histoire de comment tous ses parents sont morts parce que Odin a massacré tous les géants et que Odin l'a adopté et que Loki le déteste. Léonidas, vous allez voir l'histoire, celle-ci vous allez pleurer aussi. Léonidas, vous allez voir comment, à la bataille des 300, il est mort parce qu'il s'est fait trahir. Parce que c'est le cas dans l'histoire. Il est mort à la bataille des Thermopyles parce qu'on l'a trahi. Vous allez le voir étendu au sol, couché, en train de pousser son dernier souffle à regarder le ciel et dire pourquoi les dieux nous ont abandonnés. Il reste celui de Rasputin. Je sens bien Rasputin. J'ai envie que ça soit un truc à la Bloodborne en fait. J'ai envie que Rasputin
il est découvert à moitié d'immortalité ou un truc du genre parce qu'il voulait s'approcher des dieux. Impérativement, il voulait aller au plus haut, il voulait s'approcher des dieux. À la toute fin, vous avez Rasputin qui, au moment où il meurt, dit « Pourquoi j'ai pas réussi à atteindre les dieux ?» ou « Qu'est-ce qui cache ?» ou « J'ai besoin de le savoir. » Selon les théories, il s'est fait empoisonner, poignarder, tirer dessus, et il était encore en vie. Et ensuite, on l'a jeté dans le fleuve russe. Je vous jure que le flashback, on va avoir Rasputin qui va se prendre tout ça, et qui va ressortir du fleuve en mode c'était sa piscine. Et maintenant, le flashback final, et celui-ci, je vous jure, c'est le seul où je suis sûr à 100%, ça va être exceptionnellement triste et on va chialer tous. Parce que vous allez voir la scène, et je les déteste déjà d'avance pour ça, parce que je sens qu'ils vont le faire. Le combat Siegfried-Brunhilde, vous allez les voir les deux en train de se taper dessus, en train de surler dessus, avec à chaque fois une page du flashback sur comment ils s'aimaient avant. Sachant qu'il y a toujours une petite intermittence là, après chaque combat. Qu'est-ce qu'on va voir entre le 8ème et le 9ème combat? Parce que je vois personne qu'en parle. Oh Apollon, pour moi on voit un dieu. Pour moi, la prochain combat, fin du combat, on aura l'introduction d'un dieu. Là, du côté des humains, ils nous ont introduit trop de personnages d'un coup. On a Nostradamus qui est en attente, on a Soji Okita qui est en attente, on connaît déjà le design de Simo Aya, ça fait du monde. Du côté des dieux, on a Loki et Odin. Odin, vous le verrez pas avant la fin du Ragnarok, donc il reste Loki. Pour moi, c'est obligatoire que là on a l'introduction d'un prochain dieu. Est-ce qu'on aura Susanoo? Est-ce qu'on aura Apollon? Je sais pas. Mais on aura l'introduction d'un dieu. Par contre, je pense pas qu'on aura encore l'introduction de Siegfried. On aura peut-être un chapitre à base de Kintoki qui est à la recherche de Siegfried et qui se promène un petit peu partout pour le trouver. Peut-être un chapitre où à la toute fin on voit Siegfried vite fait de dos ou une silhouette avec Kintoki qui dit je t'ai enfin trouvé, mais on l'aura pas encore. Parlons aussi des sidekicks. Parce que ça on en parle peu. Vous voulez voir qui comme sidekick prochainement? Moi le combat de Apollon, je vois Artemis, parce que c'est sa sœur jumelle. J'ai toujours en travers de la gorge le fait qu'on n'ait pas vu Perséphone. Je vais voir Artemis et Dionysos pour Apollon. Je ne sais pas qui on pourrait avoir pour Simo Aya. Je vais être honnête. Général de guerre, il y a des chances. Kintoki, en vrai, si l'histoire est mêlée à Susanoo, avec Amaterasu Tsukuyomi, ouais. Kintoki, potentiellement ses parents adoptifs, il me semble. Leonidas, ça va être sa femme et ses combattants. Peut-être Xerxès. Nostradamus, est-ce qu'on aura un roi? Un pape? Je ne sais pas trop. Bon allez, sur ce, c'est fini, fin de l'émission. Bonne soirée et bonne nuit. C'était Béléus.